J'aimerais que cet entretien soit une introduction, une sensibilisation à vos idées, à votre pensée psychanalytique. J'aimerais que ce soit l'occasion pour vous d'exposer et de préciser certaines de vos conceptions théoriques et cliniques, peut-être pas les plus audacieuses, les plus spéculatives théoriquement, mais celles qui représentent pour moi et pour beaucoup d'autres de mes collègues un des apports les plus originaux et les plus fertiles pour notre formation et notre pratique d'analyste. Dans cette perspective, vous avez consacré de nombreux articles à la relation entre l'analyste et son patient, en vous attachant surtout à ce qui se passe du côté de l'analyste. Pour rendre compte de la situation analytique et de l'implication réciproque des protagonistes, vous avez proposé une série de notions. Je veux parler de la chimère, du spectre d'identité, des pensées paradoxales, du schème de travail, de l'aphanésie psychique, etc. J'aimerais que vous nous précisiez le sens de ces notions et que vous nous parliez de la façon dont ces conceptions se sont imposées à vous. La façon dont ces idées se sont imposées, je crois que dans le fond, vous l'avez un petit peu évoqué d'entrée de jeu, puisque c'est en fait une référence clinique. Simplement, c'est une clinique qui, dirais-je, ne concerne pas, vous l'avez rappelé, le patient seulement, mais en quelque sorte les protagonistes. Ce serait donc, ça me vient comme ça, une clinique en quelque sorte de la rencontre analytique. Et à cet égard, effectivement, les conceptualisations, le terme est peut-être ambitieux, mais en tout cas les notions qui procèdent de cette expérience trouvent un enracinement. Tout se passant comme si ce qu'il y a de fondamental, d'irrécusable dans la doctrine analytique devenait en quelque sorte la référence propre à permettre, disons, certaines audaces ou engendrant peut-être même des idées qui n'auraient peut-être pas été conçues autrement. On sait bien que ma référence doctrinale est strictement freudienne et que, à cet égard, ça m'amène même à peut-être avoir un point de vue critique à l'égard de certains aspects de la doctrine même, et ceci pour répondre à une exigence de cohérence. Parce que on finit par avancer de ci, de là, des propositions, des constructions, parfaitement incompatibles les unes avec les autres. Complètement incompatibles. Et à quoi vous pensez quand vous dites ça ? Disons, ce sont les rapports entre les différentes théories des pulsions qui ne me paraissent pas facilement articulables les unes avec les autres. Cette clinique, comme je disais tout à l'heure, simplement elle est pour moi élargie, puisque j'englobe ce qui concerne l'analyste lui-même et les protagonistes. Et que si on veut trouver un autre enracinement que celui de la pure clinique au sens classique du terme, il faudrait aller regarder du côté de la personne de l'analyste, de son histoire, probablement. J'entends pas son histoire sur le plan anecdotique, ça va de soi, c'est pas de ça dont il s'agit, mais par exemple de certaines expériences. Certaines expériences psychiques, j'entends, psychiques. Et ce sont même ces expériences psychiques qui commandent
dans les développements, tout comme d'ailleurs dans la praxis, une très grande rigueur. Parce que ces expériences échappent, dans le fond, à la tranquille situation superficielle des états des choses, des rapports interpersonnels, etc. Alors, pour ce qui est de moi, c'est bien dans le fond, bien avant de m'intéresser à la psychanalyse, que mon attention était retenue par des expériences d'étrangeté ou d'indécision en ce qui concerne les tranquilles frontières du moi, n'est-ce pas? Et que tout cela me semblait être depuis toujours mis en question dans un vécu. Je crois que ce qui compte, c'est de pouvoir en quelque sorte traverser ces moments et sans que pour autant ils entraînent en quelque sorte toute la personne dans un gouffre, ce qui peut arriver pour certains. Et d'une certaine manière, on a dit, vous vous souvenez, on disait que la vocation analytique reposait sur l'existence d'une structure névrotique chez l'analyste, chez la personne de l'analyste. Moi, j'irais plus loin que ça. Je pense que pour pouvoir aller aussi loin qu'il est concevable, il faudrait être capable d'aller chercher du côté de ce qui touche à l'identité même de l'être. Si vous voulez, dans une première approche, c'est ça que je voudrais dire, c'est en quelque sorte que tous les points que vous avez évoqués concernant les idées que j'ai introduites s'enracinent et dans une clinique au sens classique du terme, et dans une clinique de la relation interpersonnelle entre l'analysant et l'analyste, et dans la personne sur le plan identitaire de l'analyste lui-même. Je crois qu'une des choses que vous avez apportées, c'est justement une compréhension et un élargissement de la clinique englobant, comme vous disiez, l'analyste, et pas uniquement focalisé sur ce qui se passe pour le patient dans la situation analytique, et en montrant qu'il y avait une situation qui met aux prises aussi bien l'analyste, on peut dire que l'analysant, avec son propre inconscient. Et donc, de ce point de vue-là, il est dans une situation, disons, de risque, aussi problématique, disons, par moment, que le patient lui-même. C'est tout ce que vous avez développé à propos, justement, du contre-transfert. Je pense que la personne de l'analyste, quand vous avez évoqué son contre-transfert, est engagée d'une façon plus large qu'il n'est habituel de le dire. Oui. Parce que, bien sûr, on a quelquefois voulu voir dans le transfert l'ensemble des réactions de l'analyste dans un sens extrêmement large, ou bien dans un sens plus étroit, comme sa réaction inconsciente au transfert. Ça, c'est une chose tout à fait classique. Mais je pense que ça va bien au-delà, puisque c'est toute la conception de ce que nous appelons entre nous la névrose de transfert. Et c'est à partir de là que justement on peut comprendre que la personne même de l'analyse soit engagée au-delà de ce qui pourrait être considéré comme habituel, voire pour certains peut-être souhaitable. Ce que je pense, c'est que la névrose de transfert ne correspond pas uniquement à cela, mais qu'elle est le fruit d'une construction. Alors on dira que déjà la névrose de transfert au sens classique est déjà une construction, puisque c'est tout un roman que les protagonistes en quelque sorte racontent en se référant à l'histoire telle qu'elle a été transmise dans ses versions successives, toutes plus mensongères les unes que les autres d'ailleurs. Mais là, c'est autre chose qui est en question et qui m'est apparu très tôt, justement à la faveur des moments troubles, des lapsus que nous faisons
qu'on les énonce ou pas à l'intérieur de nous-mêmes, des choses étranges qui surviennent et qui nous montrent qu'en fait, il y a un travail de construction à deux qui se fait, pour ainsi dire, indépendamment des activités secondarisées des analystes. Et que c'est en quelque sorte le produit de la rencontre entre les activités inconscientes de l'un et de l'autre. À ce propos, sur ce sujet même de la névrose de transfert, ce que vous dites, c'est que cette névrose de transfert, elle est le produit même de cet être particulier que vous appelez la chimère. Et qu'à ce titre, l'analyste participe à la construction de cette névrose de transfert. Alors, je crois que maintenant on dit volontiers que, je l'entends en tout cas par un peu à droite à gauche parler de chimère. C'est dans le sens presque précis du terme. Il y en a justement une sur la cheminée, là, une chimère. Dans ce sens d'un être, et d'un être monstrueux, étrange, bizarre, qui peut aussi bien associer un homme, un taureau, un lion, ou Dieu sait quoi. Quelque chose de tout à fait étrange. Et je pense que une telle création échappe jusqu'à un certain point à ses géniteurs et qu'elle se constitue peu à peu en une sorte d'être qui parle, sur un mode qui met en jeu des processus tout à fait archaïques, et que c'est un des versants, en quelque sorte, de la névrose de transfert. Mais c'est en fait quelque chose qui se fait peu à peu, de la même manière que cette fameuse névrose de transfert, telle que je l'entends, s'est fait, se développe dans l'action même, mais tout au long disons, de l'aventure analytique de l'analyste depuis ses premiers pas dans la carrière, et que c'est confronté justement à l'incompréhensible, que peu à peu on se trouve amené à ne pas pouvoir échapper à certaines formulations. Elle s'impose cette fois avec une rigueur qu'on pourrait considérer d'ailleurs comme appartenant parfaitement à un régime de fonctionnement secondarisé. Il arrive un moment où c'est évident qu'une fois qu'on écrit, et ça c'est pas fait en un jour, et c'est pour moi le garant peut-être à mes yeux d'une authenticité suffisante. Le fait que on est parti de quelque chose d'incompréhensible, et puis que finalement, on se trouve amené à devoir le mettre en forme et proposer. Je dirais toujours de préférence des notions plutôt que des concepts, d'ailleurs, parce que c'est plus souple. Mais j'aimerais bien que vous reveniez quand même sur cette notion, donc, sur ce que vous entendez par la chimère comme, justement, cet être particulier, et vous ajoutez monstrueux, qui représente et qui constitue la relation même entre un analyste et son patient. Il y a dans l'esprit de tout un chacun un besoin, une exigence de cerner, de dénommer, je dirais même de sexualiser à peu près toutes ces perceptions. Or, la rencontre à laquelle je fais allusion, dans ses aspects les plus troubles, j'entends au sens archaïque du terme, implique que la chose, puisqu'il y a une imbrication étroite entre ce qui procède de l'un et ce qui procède de l'autre, aboutit à une sorte d'entité qui fonctionne, à laquelle d'ailleurs, selon les moments, il est possible qu'on puisse conférer un sexe, une identité sexuelle, et qui fonctionne selon des modalités
tout à fait archaïque. Pour reprendre les termes qui sont en usage, je dirais qu'il est évident que ça procède des capacités d'identification primaires chez les protagonistes. Et que c'est dans ces moments extrêmes, à certains moments, peut-être qu'on pourrait les appeler moments féconds, que se met en route cette modalité de fonctionnement supplémentaire et qui induit chez les protagonistes, mais chez l'analyste en particulier, un mode, chez lui, in fine, un mode de fonctionnement que j'ai appelé effectivement paradoxal. Et où, au cœur d'un certain flottement que chacun a bien vécu, se présentent à son esprit des choses étranges, des images ou même quelquefois des vraies formules, j'entends faites de mots, et qui apparemment n'ont pas grand-chose à voir avec ce que la compréhension simple et immédiate du matériel pourrait laisser penser. Et puis, à l'usage, on se rend compte qu'en fait, ce mode de fonctionnement, d'une part, concernait bel et bien ce qui se passait dans l'inconscient du patient, on va dire, mais des protagonistes. Et que c'est la révélation de ce contenu, du moment où il devient formulable, qui peut entraîner des modifications, des changements dans le fonctionnement de l'appareil psychique. Puisque pour moi, je valorise plutôt des changements plutôt que la découverte à proprement parler de représentation. Ça ne se néglige pas, mais c'est l'instrument. Mais à propos justement des pensées paradoxales, qui sont la conséquence de cette imbrication des inconscients. Vous dites à propos des pensées paradoxales, je crois, que l'énergie du système paradoxal vient de l'analyste, mais que sa matière, etc., et ses contenus, en quelque sorte, viennent du patient. Ce qui est quand même quelque chose d'assez mystérieux. Oui, puisque oui, c'est mystérieux, encore que malgré tout, pour effectuer le travail pour lequel il est venu nous voir, l'analysant, nous emprunte en quelque sorte notre appareil psychique. Oui. Puisque supposer que l'appareil psychique de l'analyste est moins défendu que le sien, déjà dans un premier temps. Seulement, on se trouve, c'est ce que vous venez de dire, qu'on se trouve en quelque sorte entre l'empathie et la guerre. Voilà. Les deux. D'une part, effectivement, il faut que on soit capable non seulement de comprendre, d'accueillir, mais d'éprouver à la limite ce qui se passe ou ce à quoi fait référence ou allusion le patient dans ses propos, d'une part, mais en même temps, ça ne peut pas ne pas déclencher des réactions. C'est pourquoi on peut considérer, ça a été dit, je l'ai dit, de voir aussi la cure sous l'angle d'une succession hiérarchisée de contre-résistance. Chacun, puisque ce que nous sommes amenés à mettre en place pour pouvoir entendre devient immédiatement, en quelque sorte, un obstacle à la poursuite de la compréhension. C'est ce que j'ai appelé antenne bouclier. Et que, au fur et à mesure, c'est comme ça, jusqu'au moment extrême où l'atteinte de l'appareil psychique de l'analyste pourrait devenir telle, si le jeu se poursuit, qu'un véritable désinvestissement, en quelque sorte, et une déperdition d'être pourrait advenir, chez lui en tout cas. J'ai vu que l'ultime défense contre cette
ultime issue, c'était pour l'analyste d'attaquer son propre appareil psychique. Lui-même. De l'attaquer lui-même, parce qu'on se retrouve sur un terrain, en quelque sorte, où ce n'est plus la déperdition pure, le risque du désinvestissement que l'image d'aphanisis psychique évoque assez bien, qui est emprunté au terme de Jones pour ce qui est de sexualité. Mais je peux dire qu'à ce moment-là, on a un point d'impact qui est un point de retenue. Et on bloque le système. On bloque le système. À la limite, même, on peut se mettre à fonctionner en opératoire, c'est-à-dire en s'accrochant becs et ongles à tout ce qui est de l'ordre de la réalité. Qu'il faut quand même bien marquer, c'est que ce dont on est en train de parler, c'est de ce qui a particulièrement retenu mon attention, n'est-ce pas? Et que ça se place, c'est inséré en quelque sorte dans le développement relativement classique d'une cure dont nous connaissons très bien les lois, les modalités, etc. Et donc, on pourrait dire que c'est quelque chose qui se passe en quelque sorte comme en dessous. Il y a plusieurs niveaux d'activité qui se développent simultanément ou concurremment. Mais ce sur quoi je veux attirer l'attention, c'est que en même temps que ces vertus, cette écoute directe, fondée sur notre expérience et notre savoir, nous protège ou fait obstacle à la pleine retenue d'un autre mode de fonctionnement, ou d'autres modes de fonctionnement, même, on pourrait même le mettre au pluriel, qui se trouvent en deçà et qui n'émergent qu'à certains moments, dans une interaction probablement qui pourrait être, enfin qui peut être précisée. Alors, à l'instant, je parlais de cette empathie qui a été, on a commencé à en parler il y a déjà bien longtemps. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que c'est tout autre chose. C'est que l'enjeu est beaucoup plus grave. C'est que si on veut que cette empathie puisse détenir de véritables pouvoirs, il faut certaines conditions, et des conditions qui sont des conditions psychiques chez l'analyste, et que c'est sa capacité, justement, on l'a dit, de régresser, on le dit moins peut-être de vivre des expériences de dépersonnalisation, sans pour autant décompenser ou disloquer le moi, mais je dirais des expériences extrêmes où c'est toute son identité, on retrouve la chimère qui se trouve en quelque sorte mise en question. Alors, dans ces moments, les modalités de fonctionnement psychique de l'analyste changent. Et il se met non seulement à penser, mais à être autrement. Et c'est là que ce fonctionnement paradoxal, j'ai appelé paradoxal en pensant au travail du rêve des neurophysiologistes à Jouvet. C'est là que ce mode de fonctionnement particulier se met en œuvre et où, si on parle, si vous voulez, avec les références habituelles, on dirait qu'on voit les mécanismes du type de la condensation, où la régression est à l'œuvre, etc. Les processus primaires. Les processus primaires. Oui. Ce sont les processus primaires auxquels on se trouve donner la parole, ou qu'on les laisse prendre la parole. Mais il ne s'agit plus à ce moment-là d'une compréhension simplement des propos du patient. Il s'agit en quelque sorte d'entrer en rapport intime avec leur substance. J'ai d'ailleurs quelquefois employé le mot de substance.
Et même si, vous avez dit il y a un instant, ça peut se produire à plusieurs reprises dans la séance, il peut y avoir aussi des séances où il ne se produit rien de tel. Et c'est évident. Mais je formulerai volontiers l'hypothèse que c'est parce qu'on ne les laisse pas se produire. Oui. Pour se jeter à l'eau, je dirais que ce n'est pas seulement parce que ça ne vient pas tout le temps, mais parce que c'est tout le temps à l'œuvre, mais qu'on ne laisse pas, en quelque sorte, cette modalité de fonctionnement s'installer, parce qu'elle est trop éprouvante pour notre propre appareil psychique. Vous me parliez tout à l'heure de cette écoute quiète, hein, de l'analyste, qui est quand même, d'après ce que vous laissiez entendre là, un peu la modalité la plus fréquente, oui, hein, du travail de la cure. Mais vous avez vous-même récusé totalement cette vision-là, puisque vous dites que c'est essentiellement à la frontière du préconscient et de l'inconscient que se passent véritablement les choses fructueuses qui déterminent le déroulement de la cure, que c'est là que se passe ce qu'il y a de plus thérapeutique dans la cure. En tout cas, les changements ne peuvent se produire que là. Que là. Et que c'est là que l'analyste s'engage dans la cure. Oui, mais c'est pour ça qu'il ne peut pas ne pas se défendre contre ce qui lui est demandé par la cure même. Oui. Ce qui lui est demandé, c'est de fonctionner à ce niveau, et il se débat pour ne pas le faire. Voilà, et donc vous donnez une image, si vous voulez, tout à coup, une compréhension ou une représentation, disons, de l'analyste en position, justement, je dirais, risquée, où il est lui-même tout le temps en train de négocier à la fois les conditions que nécessite son travail d'analyste, sans se laisser lui-même envahir ou mettre en position de danger par rapport à son propre appareil psychique. Je crois qu'il faut qu'il accepte le risque. Voilà, il accepte le risque, mais enfin, il est dans cette position de déséquilibre. Il faut qu'il accepte le risque. Il y a un moment où il met les freins. Ah bah, oui, hein, bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il arrive un moment où il peut même, à l'extrême, s'attaquer lui-même. Alors, c'est évidemment, je crois, une hypothèse, je crois à mes yeux c'est plus qu'une hypothèse, mais radicale, celle que je disais il y a un instant, à savoir que vraisemblablement, et reprenant en quelque sorte cette image d'une succession hiérarchisée de résistance, n'est-ce pas, mais de résistance contre cette autre voie VOX, et qui ne peut s'exprimer ou advenir que lorsque l'analyste a été à même de pousser en quelque sorte ce que d'aucuns appelleraient l'identification, d'autres l'empathie, d'autres l'identification primaire, etc. Tant qu'il n'a pas accepté en quelque sorte que ça se mette en place, cette autre voie ne peut pas s'exprimer. Et ça impliquerait une conception de la cure qui se déroulerait simultanément à plusieurs niveaux, selon plusieurs voies VOIE, si j'ose dire, qu'on aurait tendance peut-être à ne pas reconnaître intégralement, je crois. Ce qui fonde cette manière de voir, je le disais tout à l'heure, au tout début de notre échange, en évoquant les expériences en quelque sorte bien antérieures à l'aventure analytique, où je reconnaissais en quelque sorte la valeur fascinante de certaines expériences qui sortent de la tranquille délimitation des êtres et des choses. C'est peut-être ça que je pourrais dire là. Alors ça a des conséquences, effectivement, au niveau de la technique, c'est évident.
C'est évident que c'est impossible que ça n'ait pas un impact sur la manière, sur la manière. Mais c'est une vieille histoire, puisque d'abord c'est antérieur même à l'aventure analytique, mais au tout début de l'aventure analytique, je me souviens que c'est à propos du rapport de Maurice Bouvet sur la dépersonnalisation en 1960 à Rome, et où j'avais présenté une intervention pour reprendre en quelque sorte certains points que développait Maurice Bouvet. Et ce que je mettais essentiellement, pour aller vite, en évidence, c'est que la connotation d'angoisse dont il jugeait qu'elle était nécessaire pour parler de dépersonnalisation au sens plein du terme, n'était pas indispensable. Et que les sentiments de changement, à lui tout seul, déjà appartenaient à la dépersonnalisation. Alors, c'est donc, vous voyez, une histoire qui remonte à loin, et je suis moi-même frappé de voir avec quelle logique les réflexions théoriques se développent, si vous voulez, dans la trajectoire de quelque chose qui peu à peu a pris pied, en quelque sorte. Oui. Et vous dites, même, voilà, je retrouve le passage que j'avais noté, vous dites, c'est en ce lieu de l'inconscient de l'analyste, frontière entre préconscient et inconscient, qu'il trouve son plus profond engagement et qu'un pan entier de l'activité thérapeutique se décide. Oui, c'est là. Donc, que les choses ne deviennent opérantes que au prix de cet engagement de l'analyste qui le met quand même dans une situation de risque, à ceci près qu'il a quand même, lui, l'expérience de cette proximité de son inconscient à lui. Oui, il est en quelque sorte, il est tout de même armé pour faire front. Il est mieux armé, comme vous disiez tout à l'heure, c'est le problème entre l'empathie et la guerre. Hein. Oui, entre les deux, ça se joue entre les deux. À partir de là, peut-être qu'on pourrait aborder le problème de ce que vous dites, de l'interprétation, et particulièrement de ce que vous dites des conditions de son efficacité. Alors, on va parler de l'interprétation ou de l'activité interprétative, bon, comme si on en reconnaissait en quelque sorte d'entrée de jeu, sans en discuter, les mérites. Hein. La question, ça c'est un autre chapitre, de savoir qu'en est-il de la pertinence en quelque sorte de l'activité interprétative. On laisse ce chapitre un peu de côté, mais on accepte en quelque sorte, certains d'ailleurs disent que l'analyste interprète. Cela étant, acceptons en quelque sorte que l'interprétation soit la responsabilité même de l'analyste et que ses espoirs et son devoir serait qu'elle soit efficiente. Hein, ça n'a rien de scandaleux de dire ça, même si dès l'instant où on y regarderait de plus près, on aurait l'impression que le sol s'ouvre sous nos pieds. Là encore, je dirais qu'il y a deux angles de vue. Il y a un angle de vue qu'on pourrait considérer comme n'étant pas du tout du ressort de ce dont nous venons de parler, de l'indécision des frontières, des lieux les plus lointains où les mots s'articulent avec des choses, comme on dit, etc., etc. Et où les mutations interviennent, les fameuses interprétations dites mutatives. À l'opposé de cela, il y a, et c'est quelque chose que je retrouve à peu près dans toutes mes manières de penser, une opposition ou composition
entre une vue qu'on pourrait dire hyper rationnelle et au contraire une vue, celle dont nous venons de parler, qu'on va dire quoi? Quel qualificatif utiliser? Enfin. Inventive. Oui, si vous voulez, on va dire. Bon, il y a d'autres vocables. Il y en a un que j'hésite à dire parce que c'est pas exactement, je dirais poétique. Mais j'aime pas beaucoup. Bon, de ce qu'il y a dans le poétique. La vue tout à fait hyper rationnelle, c'est que l'interprétation, dans la mesure où on attend d'elle, si tant est que ce soit légitime, qu'elle apporte un changement, quelque chose, devrait pouvoir être, à proprement parler, entendue. Alors, raisonnement mathématique, ergo, il faut qu'il y ait une énergie d'investissement disponible. Comme l'interprétation, celle à laquelle je fais référence maintenant, ce serait une interprétation classique formulée dans un langage secondarisé qui s'adresse au moi, elle se trouve en quelque sorte entendue par une partie de l'appareil psychique où il n'y a pas d'énergie d'investissement disponible. L'énergie est liée. C'est-à-dire par le moi. Oui. Donc, conclusion, il faut apporter le scandale. C'est-à-dire, il faut ou attendre qu'un scandale advienne dans les régions les plus différenciées de l'appareil psychique, c'est-à-dire du moi, de façon qu'un désordre économique permette en quelque sorte de disposer d'une énergie d'investissement disponible. Vous voyez, le langage, c'est presque des mathématiques, à la limite. Dans un séminaire récemment, je faisais la comparaison avec le jeu d'échecs, où on dit qu'il est inutile de concevoir une combinaison tant qu'il n'y en aura pas constaté un déséquilibre dans la situation. C'est exactement de même ordre. Donc, ce sont là les conditions économiques de l'interprétation pour assurer ces chances qui doivent en quelque sorte être en place. Alors, chacun dira, bon, c'est l'analyse de la résistance. Et on voit qu'on tombe en plein dans les vues les plus classiques, les plus classiques, oui, et de toutes les recommandations qui sont faites quant au choix de l'interprétation, du rôle de l'interprétation de la résistance, etc., etc. C'est une chose tout à fait banale. Bon. Mais il y a l'autre versant. Il y a l'autre versant, à savoir qui est celui qui, à la limite, confinerait, pour employer une métaphore, à quelque chose comme biologique. Et c'est là que j'évoque la nécessité de pouvoir fonctionner en identification primaire. Quand vous dites l'autre versant, c'est aussi le versant de l'analyste. Je suis tout à fait dont il sait lui permettent de concevoir des interprétations qui soient pas trop étrangères à la substance même du patient. Faute de quoi, elle serait rejetée, j'ai employé la métaphore biologique, trop étranger ou trop distant. Trop étranger, n'a plus aucun sens, on n'en parle même pas, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui soit en quelque sorte proféré par l'analyste, soit comme proféré par le patient. Faute de quoi, ça ne dotait d'aucune efficience. L'image de défense immunitaire, je l'ai utilisée, n'est-ce pas, pour me faire comprendre, mais c'est de cela dont il s'agit. Et
C'est-à-dire que c'est trop hétérogène. Trop disons. hétérogène. Par exemple, une interprétation qui se référerait, disons, qui serait construite à partir d'un savoir pur. Nos connaissances théoriques, un matériel nous est proposé, nous le comprenons avec nos, on va dire, nos grilles, n'est-ce pas? Il est évident que c'est totalement hétérogène. Et trop hétérogène aussi bien quant au contenu qu'à la forme. C'est pourquoi la forme commence peu à peu à prendre le pas sur le contenu. La forme prend le pas puisque ce qui compte, c'est la construction même des propos de l'analyste, usant de la condensation, du déplacement. Ces fameuses interprétations dont nous avons parlé, incomplètes, ambiguës. C'est ça. Pour vous donner un exemple tout récent, la personne me parle comme si elle dévidait un récit de son frère, et à un moment donné, je vois une cuillère. Alors, je suis un petit peu arrêté et je lui demande. C'était dans un entretien, pas dans une séance, dans un entretien. Et je lui demande qu'est-ce que votre frère a à voir avec les cuillères? Ben, elle trouve rien. Et puis elle commence à me parler un peu plus amplement de la manière dont il se comportait, qui pouvait être peut-être devinée, en tout cas qu'il l'avait été, car, j'ose à peine le dire, il n'y allait pas avec le dos de la cuillère. C'est-à-dire la transformation d'une pensée que j'avais, en quelque sorte, mais que j'ai court-circuitée. La pensée, je ne l'ai eue qu'après. Et ce que j'ai eu en premier, c'est la métaphore. C'est tout récent. C'est pour donner une image, si vous voulez, de la chose. Vous avez formulé cette oui, expression? bien sûr. Elle a été tout à fait d'accord. Alors, il est évident que ce n'est pas toutes les 3 minutes que ça se produit, mais il se trouvait qu'à ce moment-là, pour une raison qu'il faudrait rechercher peut-être, je me suis trouvé disponible autrement qu'à l'écoute directe, ce que j'appelle l'écoute directe. Et que mon appareil psychique s'est mis à fonctionner sur un mode totalement différent de celui qui était le mien probablement juste avant ou concurremment, et que au passage je vois cette petite cuillère. En tout cas, c'est cette image. Oui. De chose, cette chose, oui. La chose qui se transforme en mot. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que à partir de ce moment-là, il y a eu un changement considérable dans l'entretien, après cette interprétation, et qui peut avoir des conséquences d'ailleurs, j'entends, sur le plan des décisions. Alors j'en ai donné d'ailleurs quelquefois des exemples de cet ordre, ça ne manque pas. Et tous les analystes ont des expériences de ce genre. Le tout, c'est, si vous voulez, de ne pas les considérer comme à la limite des artefacts, mais comme des choses réellement signifiantes. Réellement. Alors on voit que l'activité interprétative, elle implique justement d'être à même de fonctionner avec des petites cuillères. Avec des petites cuillères, c'est-à-dire avec le préconçu. Ça implique aussi que que le patient soit au même étiage. Bien sûr, mais il est évident que si les modifications économiques ne sont pas advenues chez le patient, que les petites cuillères, ça ne sert à rien. Oui. Ça implique qu'il y a eu déjà toute une transformation, toute
tout un vacillement. En vérité, beaucoup de choses que nous disons là sont des choses que je crois que beaucoup d'analystes reconnaîtraient facilement, mais c'est peut-être, dans mes propos peut-être plus radical, c'est une conception même de la cure. Moi je pense que on n'est peut-être pas encore au point où on a réellement compris tous les enjeux de la cure. Voilà. Vous parlez des attitudes justement du patient en disant que face aux interprétations, il se montre avide, vous dites avide ou rejetant, ou humilié, ou séduit, ou même il peut se sentir terrifié. Donc il y a toutes ces attitudes-là qui sont d'emblée mobilisées, ou souvent mobilisées chez le patient. Oui. Vous parlez aussi de l'analyste, puisque vous allez toujours regarder ce qui se passe du côté de l'analyste. Surtout, oui. En disant que lui, il peut être séducteur, déstructurant, inefficace et même trompeur, dites-vous. Oui. C'est vrai. Du côté du patient, après tout, il a tous les droits à cet égard. Il s'est engagé dans une histoire et il a tous les droits effectivement, de vivre ce qu'il vit, et il n'a pas les mêmes instruments pour faire front. Il n'y a pas lieu de se formaliser lorsqu'un patient vous demande de répéter une interprétation qu'on lui donne et de s'entendre dire quand on faiblesse, on l'aurait répété, qu'il n'a pas compris davantage, mais qu'il a bien aimé le son de notre voix. Bon. De même que celui qui vous dira, ne serait-ce que quand on pousse un grognement, mais laissez-moi parler, et de vous expédier. Bon, ça c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Et il est vrai que aussi, Dieu sait si ça peut se comprendre, pour peu que le patient soit déjà un peu ébranlé, que ça lui fasse un peu peur. Mais je suis plus préoccupé par ce qui se passe du côté de l'analyste. Alors c'est vrai que il peut être, vous avez dit trompeur, vous avez répété trompeur. Oui, j'ai retenu trompeur que je n'ai pas quand même inventé, je ne me serais pas fait. Et même trompeur. Oui. Il raconte des choses, effectivement. Bon. Mais, ça me paraît moins grave que certaines dispositions fondamentales qui probablement existent au creux de toutes les relations interpersonnelles peut-être, mais en tout cas qui sont graves lorsqu'elles concernent l'analyste lui-même. Et parce que on peut dire qu'elle précède même la rencontre avec le patient, et que la venue d'un patient, d'un nouveau, je crois, du fait en quelque sorte que la nouveauté a aussi quelque chose de déstabilisant à certains égards, mobilise, donne la parole à certaines dispositions fondamentales de l'esprit de l'analyste, de l'être humain qu'est l'analyste. Et où on se rend compte que ce n'est plus lui qui est au service, en quelque sorte, de la personne qui vient le voir, mais que c'est l'autre, la personne qui vient le voir, qui est à son service pour la réalisation de buts personnels. C'est beaucoup plus dur à avaler. Et je crois que c'est d'autant plus important de le signaler, parce que ça nous amène, disons, à une certaine hygiène, et repérer, puisque je crois que ça existe chez chacun dans des répartitions variables, mais ces dispositions, en quelque sorte, toxiques et fondamentales. Vous faites allusion là, au fond, aux dispositions que peut prendre l'analyste
dans une sorte de pré-contre-transfert? Oui. Je dirais que d'abord, il voit la bonne occasion. On peut le voir comme ça aussi. C'est à la fois une protection et en même temps une bonne occasion, quelque chose qu'il tourne à son avantage. C'est ce que vous avez, c'est ce que vous désignez en parlant de ces mesures, en les nommant en tant que convoitise, ponte et domination. Oui, exactement. Qui sont les dispositions, mais qui sont quand même des dispositions de protection, à mon sens. Alors, plutôt que de satisfaction mégalomaniaque. Je ne sais pas si c'était seulement de la protection, ça serait bien. Mais ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, tout au long de la cure, les résistances qui sont élaborées contre, effectivement, contre le transfert. Bon, entre autres. Le transfert. Bon, là, ce que j'ai en vue, c'est quelque chose qui me paraît d'une essence différente, puisqu'il n'y a pas encore de patient. Il n'y a pas encore d'analyse. Il y a une sorte d'anticipation. Mais je pense, moi aussi, que... Alors, est-ce que ça en fait partie ou est-ce que c'est un autre versant qu'il a aussi ses propres objectifs inconscients? Il a des objectifs inconscients. Et que ces objectifs inconscients, ils n'ont rien à voir avec la personne qu'il ne connaît pas encore. Vous pensez qu'il n'abandonne pas, au fond, la réalisation de ses objectifs? Je pense qu'on doit être en éveil. Mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus, c'est tout ce qu'on a dit sur ce qui a trait au vacillement des frontières. En gros, c'est autour de ça. Et au caractère profondément incertain des frontières. Quand je pense à la définition du sentiment d'identité qui est généralement adoptée, l'intimité silencieuse d'un moi qui reconnaît autrui sans ambiguïté, etc. Enfin, que je trouve que c'est au contraire quelque chose de pathologique et que le statut naturel, c'est quelque chose de beaucoup plus indécis. Et au fond, vous dites que cette sorte de sentiment de sécurité des frontières du moi est presque une sorte de rigidification. Oui, c'est une rigidification. Rien ne sort, rien n'entre, si les frontières sont fermées. Mais ça, c'est vrai. Ce que vous montrez, je crois, et qui est particulièrement frappant et intéressant, c'est que ce problème des frontières, il est vrai chez le patient et il est vrai chez l'analyste. C'est la même chose. Il y a un aspect aussi dont j'aurais bien voulu que vous me parliez à propos toujours de l'interprétation, vu plutôt du côté du patient, et qui tient à sa tolérance, disons, à la perte. Vous dites ça quelque part, je crois, abandonner un certain aménagement pour en retrouver un autre plus fructueux finalement. Oui, c'est ce qui me fait dire d'ailleurs qu'on peut voir aussi l'analyse du côté du patient sous l'angle d'une succession ininterrompue d'expériences de deuil. Il n'y a pas de perte. S'il n'y a pas deuil, il n'y a aucune possibilité d'introjection de quelque chose de nouveau. Rien ne sort, rien n'entre. C'est foutu. S'il n'y a pas une perte, s'il n'y a pas un deuil, il n'y aura jamais, en tout cas, d'introjection pulsionnelle. Alors ça, c'est une idée qui me paraît très importante et pas si... qui ne se donne pas à comprendre d'emblée. J'aimerais bien que vous m'en disiez un peu plus. Depuis Freud, on sait bien que dans le deuil, il y a une incorporation de l'objet perdu. N'est-ce pas? Là, il n'y a pas de problème. Mais ce qui, alors, me paraît important, c'est que ça ne constitue pas, et même le second temps évoqué du détournement au bout d'un certain temps pour remise à disposition du sujet des énergies d'investissement, c'est pas ça qui me paraît important, c'est le second temps qui me paraît important. C'est que l'incorporation, au sens tout à fait classique de l'objet perdu, n'est que le premier temps, et même l'instrument d'une introjection pulsionnelle, c'est-à-dire de la récupération des investissements qui avaient été placés dans l'objet en question. Et c'est ça qui est important. Au fond, c'est ça. C'est l'introjection pulsionnelle qui est importante. Peut-être ça me paraît important parce que lorsque le mouvement, le processus s'arrêterait au niveau de l'incorporation de l'objet perdu
il y aurait constitution, en quelque sorte, d'un monument funéraire, d'un kyste à l'intérieur de l'appareil psychique, qui se fige, qui deviendrait, pour employer une image dure comme pierre, et qui s'oppose à tout autre progrès, à tout autre travail. Et alors, si on transpose ça dans le cadre de l'activité interprétative, lorsque des interprétations ne répondraient pas aux conditions dont j'ai parlé tout à l'heure, et permettant en quelque sorte cette assimilation, au sens presque digestif du terme, du contenu de l'interprétation, et qu'elle serait restée trop étrangère, mais accueillie tout de même éventuellement comme un savoir, par exemple, il y aurait constitution effectivement de kystes falsificateurs, et c'est le grand risque de l'interprétation. On rejoint le tout début. Pourquoi interpréter? Nous savons qu'il y a des analystes qui n'interprètent pas du tout. Ça existe. Je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais entre le tout interprétation et le pas d'interprétation, il y a sans doute d'autres possibilités, mais il est certain que, justement, je pense par exemple à quelqu'un qui me dévidait en quelque sorte la succession des interprétations, en quelque sorte, qui lui avaient été fournies, et il y avait une construction parfaite. Qui lui avait été fournie dans le cadre d'une autre analyse, d'un autre travail, qui était parfait. C'était parfait. Comme dans un livre. Et c'est ça qui me paraît troublant, parce que fournir une interprétation et s'exposer à énoncer quelque chose qui ne figure pas dans l'esprit de l'autre, et qui malgré tout peut s'y trouver déposé comme un objet, ça constitue effectivement une falsification. C'est en cela que vous dites que l'analyse peut même être trompeur. C'est plus que trompeur, ça, alors. C'est plus que trompeur. Sans compter qu'il inflige à chaque fois une blessure, puisqu'il lui dit à l'autre qu'il ne sait pas ce qu'il dit, et que ce qu'il pense, c'est pas ça dont il s'agit. C'est quand même pas gentil. Il faut vraiment que ça vaille le coup. Donc le deuil. Étant donné que les changements qui adviennent au fur et à mesure du développement de la cure constituent aussi des expériences de deuil. Oui. Parce qu'on peut être endeuillé aussi de modalités de fonctionnement psychique, pas seulement d'objets. Ça nous amène d'ailleurs à un autre thème, si vous voulez, qui est lié à tout ça évidemment. C'est celui que vous traitez en parlant du dérangement comme changement, ou plutôt du dérangement au changement. Oui, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de dérangement, il ne peut pas y avoir de changement. Voilà. C'est bien que vous voyez qu'on retrouve à chaque fois, à chaque tournant, on retrouve exactement la même proposition concernant l'enracinement dans le dérangement premier. Les dérangements. Oui. Toute la construction théorique procède de la prise en considération dans sa pleine efficience, en quelque sorte, de tout ce qui est dérangement. Par exemple, on en parlait tout à l'heure de la dépersonnalisation. Mais vous savez, là c'est rassemblé, on le rassemble, mais ponctuellement vous trouvez chez les différents auteurs des notations, mais ponctuellement, pas en quelque sorte organisées dans une conception d'ensemble, lorsque Bouvet disait qu'il ne concevait pas qu'une analyse efficace puisse être développée sans que le patient ait traversé des expériences de dépersonnalisation. C'était une intuition, c'est dit au passage comme ça, c'est pas... mais... ça n'est pas repris dans une conception globale et du fonctionnement mental et de ses aléas. Du fonctionnement mental et du côté du patient et du côté de l'analyse. Parce que et du côté de l'analyse. Vous mettez en parallèle ces deux, oui.
ces deux positions. Oui, puisque la névrose de transfert procède justement en partie de lui, ce qui quand même est un petit peu... Oui, la névrose de transfert, elle est le produit non pas du patient dans sa... uniquement. Mais de la chimère, vous dites. Oui, oui, de la qui chimère. est construction commune. Oui. Je ne nie pas qu'une partie de la névrose de transfert soit cette fameuse répétition, n'est-ce pas? Mais c'est aussi la chimère, dont on a parlé tout à l'heure. J'aimerais bien que nous parlions un peu de la façon dont vous concevez le cadre analytique, le cadre de la cure. Tous les analystes, me semble-t-il en tout cas, n'hésitent pas à marquer fortement l'importance du cadre et du respect du cadre et des dispositions qui vont avec. Mais c'est plutôt pour essayer de voir dans quelle mesure on pourrait le problématiser, puisque ce que l'on veut dire généralement, ou ce que l'on souhaite généralement, c'est que rien n'intervienne qui puisse troubler des dispositions qui se sont révélées être les plus propices pour le développement d'une cure. Alors bon, on sait ce que c'est, l'espace, le temps. Mais ce qui vous fait poser cette question, c'est que quelque part vous dites, à propos de ce cadre, que contrairement à l'idée qu'on peut s'en faire, justement de constance et de tranquillité, pour vous le cadre, c'est une marmite infernale. Et c'est évidemment sur cette conception des choses que j'aimerais bien en savoir un peu plus. Je crois que tout le monde est tout de même conscient que ce n'est pas un champ opératoire. Hein? Donc, l'idée peut-être intéressante, c'est que dans un champ très strict, dans ses références spatio-temporelles, si on peut le dire, se développent, s'expriment des forces contradictoires d'une extrême violence. C'est ça qui m'a fait parler de marmite infernale. Il n'y a pas effectivement les propos d'un analysant qui raconte son histoire, donc, et puis l'analyse tranquillement assis dans son fauteuil. Ça rejoint tout ce que nous avons dit, Oui. et qui, grâce à toute sa science, comprend et fait savoir ce qu'il a compris, et que c'est accueilli avec des remerciements. Bon, c'est pas comme ça, c'est un affrontement, j'ai dit tout à l'heure, hein, que ça pouvait être la guerre, mais tous les analystes savent très bien que nous mobilisons du simple fait du cadre, mais ça fait déjà partie de la stratégie de la cure, c'est la frustration. Et que c'est peut-être ce qui distingue le plus de toutes les autres relations interpersonnelles, la relation analytique, c'est que dans cet espace ainsi défini est mis en place un régime de frustration très important qui effectivement mobilise tout ce que nous venons de dire, toutes ces forces et contre-forces, non seulement chez l'un mais aussi chez l'autre, vraiment des forces violentes. Et que si ça n'aboutit pas toujours, et Dieu merci, plutôt rarement, à ce qu'elle s'exprime dans la réalité au sens des actings, justement, en général ils sont réservés au dehors, mais c'est quand même au niveau des tempêtes dans les crânes que ça se passe. Donc c'est la conjonction en quelque sorte entre un espace clos, tranquille, précis, et puis une violence. C'est peut-être la violence de ce qui se joue. Vous ajoutez aussi que ce cadre est inconsciemment doté d'une identité sexuelle par les protagonistes.
dans chacun des protagonistes. Oui, alors ça c'est une idée, si vous voulez, qui est peut-être plus difficile à accepter. Mais je pense que tout ce avec quoi on entre en rapport, être, chose, processus, nous le dotons inconsciemment d'une identité sexuelle. Donc je pense que, au même titre que l'interprétation elle-même, dont nous n'avons pas parlé tout à l'heure, le cadre, éventuellement donné sexuel. La chimère. La chimère, l'interprétation, le cadre, tout cela se constitue en quelque sorte en entité. Si on poussait les choses très loin, on dirait comme si c'était des personnages à la limite. Ça, effectivement, c'est un petit peu inhabituel de parler du cadre en ces termes. C'est pourquoi, d'ailleurs, un changement dans le cadre peut être vécu comme une expérience de deuil et que ça peut être extrêmement déstabilisant comme un abandon ou un rapproché, quelque chose de cet ordre. Alors, on dit qu'il faut que le cadre soit respecté, mais ça tient aussi au fait que pour l'un comme pour l'autre, il n'est peut-être pas toujours ce qu'on croit qu'il est. Si on entre en rapport non seulement avec l'analyste, mais avec le cadre, après tout, pourquoi pas? Justement, vous distinguez le rapport du patient au cadre et son rapport à l'analyste. Ça n'est pas dans une superposition. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, on pourrait dire que cela induirait à mettre en place une conception quasiment théâtrale de la situation. Ça a été dit dans un petit livre, une conception théâtrale. Déjà, dans les vues les plus classiques sur la seconde topique, sur moi, c'est un peu quelque chose de cet ordre dont il s'agit. Là, je crois que on a, à propos de l'interprétation, à propos du cadre, on a en quelque sorte l'illustration, la marque, considérer le cadre sous l'angle d'une entité comme si c'était un personnage, c'est un petit peu particulier. Ça vous est particulier, vous voulez dire? Ah, je ne sais pas. Ce dont j'aurais bien voulu poursuivre, à propos du concept de guérison, et en particulier de ce qu'on peut dire, au fond, du but de la cure. Je crois que personne parmi nous n'accepterait l'idée de guérison comme ça, tout uniment. Puisque, qu'est-ce que ça voudrait dire, hein? Alors ça, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, il n'y a pas beaucoup de débat. Moi, ce que je pourrais ajouter, c'est que c'est là justement que j'ai substitué à la notion de guérison celle de changement. C'est-à-dire que l'espoir que l'expérience analytique conduise l'analysant, mais on verra que l'analyste aussi, au fur et à mesure, a des modifications dans son fonctionnement mental. Alors c'est là que je dirais que mes vues divergent probablement de celles de certains de mes collègues, puisque moi, ça serait que parmi les éléments constituant ce changement, il y ait davantage de déliaison. Et que je considérerais non pas la force du moi sous l'angle d'une maîtrise à proprement parler, mais sous l'angle d'une tolérance à l'égard de modalités de fonctionnement qui appartiennent en quelque sorte à celles qui sont du registre du préconscient. Donc pour moi, un certain degré
de déliaison ferait partie des changements dont je considère qu'on peut légitimement attendre. Être capable de fonctionner davantage en identification primaire, d'utiliser des processus primaires, que le régime de la condensation devienne plus accessible. Et que je pense que c'est ça qui enrichit, en quelque sorte. Moi donc, ce serait changement et enrichissement en récupérant des modalités de fonctionnement qui sont théoriquement anachroniques et qui en vérité sont toujours présentes, mais qui sont exclues. Qui sont exclus au niveau du moi? Oui, les fonctionnements secondarisés ont tendance à se crisper. Et que c'est ça qui se passe dans la réalité, dans la vie. Et même les productions symptomatiques, qui sont le fruit d'un travail intéressant, se crispent et se bloquent et s'opposent à tout changement. Donc, mon plaidoyer en faveur du dérangement, c'est ça, puisque ça implique la capacité d'un appareil psychique à accéder à des modalités de fonctionnement qui appartiennent en fait à des couches de l'appareil psychique qui sont moins élaborées théoriquement, mais beaucoup plus riches en fait. Que ça s'accompagne d'une disparition des symptômes quand il y a eu symptômes, pourquoi pas. Mais je suis toujours préoccupé devant la disparition d'un symptôme. Parce que lorsque cette disparition d'un symptôme ne serait pas le fait d'un travail d'élaboration qu'on a pu reconnaître, il y aurait malheureusement beaucoup de chances pour qu'il soit remplacé par un autre symptôme, et en général plus grave. Vous dites, je crois, quelque part, que vous verriez volontiers, justement, dans le remaniement permanent de l'énergie, l'objectif fondamental du travail analytique. C'est la même chose en d'autres termes. Puisque s'il y a remaniement, c'est qu'il y a eu effectivement changement constant et intervention tout de même de déliaison. Alors c'est très embarrassant puisque on considère souvent la déliaison sous l'angle d'une manifestation, d'une expression de la pulsion de mort. Oui. C'est ça qui est embarrassant dans la question. Plaider en quelque sorte et chanter les louanges de la déliaison, on me dira oui, mais jusqu'où? Attendez, je voudrais bien que vous me précisiez là pourquoi vous y voyez un point de vulnérabilité, me semble-t-il, de votre position. Pas du tout, mais de discussion. Oui, de discussion, qui prête un peu à ambiguïté par rapport à votre position. Il y a une position. ambiguïté puisque généralement on ne considère pas l'intervention de la déliaison sous un angle heureux et de progrès. Il faut bien qu'il y ait déliaison, c'est-à-dire perte, deuil, abandon, pour qu'il puisse y avoir réaménagement. Oui, mais je pense que la potentialité déliaisante doit être constamment à l'œuvre, pas seulement en vue d'une reliaison. Parce que c'est elle qui va instaurer la révolution permanente. Ah oui, c'est ça. Vous êtes pour la révolution permanente. Exactement. En fait. C'est-à-dire d'un appareil psychique dans un continuel remaniement, adaptation, recherche d'équilibre, parce qu'il est tout le temps en perte d'équilibre ou menacé de perte d'équilibre. Et que s'il ne se tient pas en quelque sorte à ce régime de révolution permanente avec toute l'instabilité que ça suppose, à ce moment-là, il se fixe, il s'arrête, et c'est là que je considère que le morbide intervient. Ce qui implique également cette mobilité, cette circulation énergétique que vous cherchez à obtenir. Le remaniement permanent de l'énergie. Liaison, reliaison et déliaison, reliaison. Il faut que sans arrêt, ça soit disponible. Ça implique d'ailleurs, je le retrouve, on en reparlera peut-être à l'occasion, en ce qui concerne la question de la mémoire. Oui.
La reconstruction continuelle. Parce que pour moi, il n'y a pas en quelque sorte de trace fixe, oui. mais d'un récit continuellement entretenu. C'est très différent. Parce que je pense que l'idée de trace fixe, en quelque sorte emmagasinée, ça correspondrait, disons, à une machine, et qui ne serait pas de l'ordre de la vie. Or, moi, je pense qu'il y a une écriture constante. C'est toute la question du passé. L'interprétation, d'ailleurs, obéit à ce même régime. Ça correspond à des lois du vivant. Oui, j'aimerais bien que vous précisiez un peu plus sur la mémoire, justement. Vous savez bien que je me suis expliqué là-dessus et que c'est un gros chapitre. Mais pour en dire ce qui, dans l'instant, me paraît essentiel, c'est effectivement la critique d'une mémoire, en quelque sorte, fichier, d'accord, on le critique, mais on continue de penser à la stabilité de traces. Je ne pense pas qu'il y ait de traces fixes, mais que les milliards de neurones et les dizaines de milliards de synapses sont engagés dans une activité permanente de récit, en quelque sorte, de récupération active de ce qui vient d'avoir lieu pour en constituer en quelque sorte la réalité nouvelle pour demain. Et c'est donc un travail permanent, qui fait de la mémoire quelque chose de mensonger, de trompeur, par définition, mais qui est de ce fait vivant. Et que jamais, en quelque sorte, on ne peut imaginer qu'un souvenir fixé puisse être restitué. Ce à quoi on accède, c'est à ces réécritures successives dans le cadre d'une activité permanente. Des biologistes comme George Edelman l'ont de leur côté déjà fort bien vu. Fort bien vu. Vous pensez que c'est un argument de crédibilité supplémentaire que d'invoquer les biologistes? Oui, dans la mesure où le livre d'Edelman est dédié à Darwin et à Freud. C'est un petit peu une facilité, mais c'est pas par hasard. Je sais que on considère volontiers que les rapports avec les biologistes ou les neurophysiologistes ne sont pas féconds, sont impossibles. Je ne suis pas certain de ça. Je ne suis pas certain. Et puis je ne vois pas pourquoi, si du côté des neurophysiologistes, la notion de mémoire fichier est mise en question, en quoi ça nous gênerait? Nous, il se trouve simplement que c'est, on dirait rencontre? On va dire rencontre, n'est-ce pas? Puisque moi, ça remonte à, quand j'ai publié sur la notion de passé, ça remonte aux années 70, ça remonte à très loin. Et il n'y avait pas d'ailleurs de travaux du côté des neurophysiologistes sur la question. J'ai l'impression, quand vous dites ça, qu'au fond, que les données de la biologie et de la neurophysiologie, finalement, viennent comme conforter votre propre conception de cette mémoire, telle que vous la décrivez, constamment en train de réinterpréter, finalement, les souvenirs, de les réenregistrer constamment. Je pense qu'en dernier ressort, et provisoirement, même pour moi, je pense qu'en dernier ressort, ça fonctionne sur à partir des mêmes lois. C'est pourquoi j'ai parlé de darwinisme interprétatif. Oui. Quand j'identifie le cadre, à la limite, à une entité vivante, oui, ou la chimère, oui, etc. Vous voyez bien que ce que je fais, c'est que je procède à une extension du vivant. Et donc aux lois qui gèrent le vivant. Lorsque
je développe des idées comme celle de la chimère ou du fonctionnement paradoxal, j'ai l'air de me trouver aux antipodes des modalités de réflexion qui sont celles, on va dire, d'un neurophysiologiste, hein, aux antipodes, quoique. Mais je pense qu'il y a des neurophysiologistes, je pense des gens justement comme Edelman, comme Rosenfield, qui sont peut-être plus poètes que certains scientifiques. Je pense que provisoirement, j'ai intérêt à voir les choses sous cet angle. Parce que c'est ce qui permet en quelque sorte de promouvoir la suite, de promouvoir la réflexion. Cette prise de position radicale en faveur de la prééminence du vivant et corrélativement de l'acceptation de certaines de ses lois. Parce que je ne pense pas que le fonctionnement mental soit arbitraire. Alors, si je parle avec une certaine fermeté en ces termes, c'est en même temps pour retrouver le début de notre échange, où d'un certain côté, je récupère tout ce qui appartient justement à l'ordre de l'étrangeté, du hors compréhension, de la bizarrerie, à la limite du sens impossible, etc. En même temps, je veux maintenir une rigoureuse référence à une rigueur de pensée, une rigueur doctrinale. Et sans ça, je pense que la réflexion ne peut pas continuer. Elle risque ou de s'envoler ou de s'arrêter. S'envoler au sens péjoratif du terme. Si tel neurophysiologiste tient des propos qui ressemblent à ceux que je tiens, je peux m'en passer très bien, n'est-ce pas? Mais je trouve intéressant lorsqu'il y a des coïncidences.